Regardez-moi cette belle brochette ici de mâles coureurs et polygames et de femelles réservées et monogames. En fait, ça, c'est ce que pensait Charles Darwin. Eh bien, il s'est mis le doigt dans l'œil ou dans quelque chose que je connais pas. Parce que il s'est trompé. Quand on a le dos tourné, messieurs, il s'en passe des belles, semble-t-il, n'est-ce pas? Ah bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs femmes qui, dans la nature, sont polyandres. Dans des exemples animaux, par exemple, chez les fauvettes, chez le jacana. La femelle jacana, en fait, ce qu'elle fait, elle va aller pondre un œuf dans le nid que le mâle lui a construit. Et après ça, elle va lui dire « Bye-bye, occupe-toi du petit, je m'en vais dans un autre nid. » Oh, mais dit comme ça, en plus, avec cette voix, Chantal Racine, c'est tellement approprié pour le sujet. J'ai pris ma voix d'alcool aujourd'hui. Oui, on va faire ça sur l'oreiller, si je comprends bien. Alors, vous êtes biologiste, donc, alors, c'est ça, dans la nature, il y a plein d'exemples de polyandrie. Bon, j'ai donné un exemple d'oiseau, mais bon, chez les babouins, il y a le gros mâle dominant qui est le seul, supposément, à se farcir les femelles. Mais la femelle babouin, dès que le gros mâle a le dos tourné, elle s'en va voir le petit jeune d'à côté. Elle ne s'en prive pas. Qu'est-ce qui nous permet donc de penser qu'on a peut-être le même comportement du côté des humains? Ben, chez les femmes. Tous les magazines féminins, en fait. On peut Tous les magazines féminins du On peut dire que c'est un phénomène culturel. Bon, il y a certaines cultures chez les humains où, effectivement, c'est normal, la polygamie, et pour les femmes et pour les hommes. Entre autres, en Amérique du Sud, il y a des tribus, par exemple, qui, lorsque la femme est enceinte, elle décrit, en fait, le père principal et elle nomme des pères secondaires. Et si les pères secondaires acceptent la paternité, ça fait plus d'hommes à pouvoir subvenir aux besoins de la progéniture. C'est le fun, ça! Ben oui. Mais là, on n'est plus dans des... premièrement, ça doit être très rare, dans des cas de polyandrie. Là. C'est pas une majorité, c'est sûr. Mais quand même, il y a les Indiens Canella d'Amazonie qui disent que mettre une femme enceinte, c'est une tâche tellement délicate et difficile que ça prend plus d'un homme pour la faire. Ça à quoi évidemment, vous êtes d'accord avec ça. Moi, je suis capable tout seul. Moi, je suis définitivement capable. Mais là, on n'est plus dans le fondement biologique. Là. On est dans des motivations, je dirais, culturelles ou peut-être sociaux, même économiques. Là. Oui, mais bon, on peut dire qu'il y a des fluctuations hormonales quand même chez la femme qui va l'amener à des états différents selon son cycle. Alors, il y a des études qui ont été faites sur son comportement en période d'ovulation. Okay. La femme aurait une tendance spontanée à aller regarder un petit peu ailleurs. Bon, on mesure ça à certains paramètres. Par exemple, quand elle sort, elle aurait tendance à dévoiler plus de surface de peau en période de fertilité. OK. Et ça, même si elle est avec un conjoint. Et même si elle est avec un conjoint, tout à fait. Donc, il y a des exemples de comportements humains où, effectivement, la femme semble plus ouverte en période de fertilité. Et biologiquement, on aurait certaines fonctions qui seraient là pour agrémenter cela. C'est-à-dire, le sperme, là, il n'est pas conçu pour être nécessairement un seul, unique type de sperme par personne. OK, attendez. C'est ça. OK, donc, c'est-à-dire que pour... peut-être que... Bon, moi, je suis marié, mettons. Peut-être que mon sperme n'est pas le plus approprié pour féconder ma conjointe. C'est ça. C'est qu'il y a un avantage, en fait, pour la femelle, c'est qu'elle a plusieurs partenaires à choisir la meilleure fertilisation. Donc, ça va faire une progéniture plus vigoureuse, mais en meilleure santé. C'est prouvé, en fait, chez les lézards, chez les criquets, etc. Chez les humains, on n'a pas encore fait cette étude-là, mais chez les animaux, c'est possible de le faire. Les femelles qui ont plusieurs partenaires ont des descendants plus vigoureux, en meilleure santé. OK. Et il semblerait que le sperme d'un homme ait, en fait, à peu près moins d'1% en fait de spermatozoïdes qui sont conçus pour courser vers l'ovule. Le reste des spermatozoïdes sont prévus pour combattre les rivaux. OK. Donc, nous aussi, d'une certaine façon, on aurait cette tendance-là à répandre notre sperme le plus souvent possible. Bon, les hommes pourraient semer à tout vent et les femelles, finalement, en ayant plusieurs partenaires, pourraient choisir le sperme le plus vigoureux, le plus pertinent pour la descendance. Okay. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle ne choisit pas vraiment. C'est au plus fort la poche pour faire un mauvais jeu de mots. Ah, mais non, quand même. C'est-à-dire que là, vous faites allusion au sperm war, finalement. Oui, mais quand même, il y a un autre phénomène. Selon un article paru dans le New Scientist, il semblerait que la femme, lorsqu'elle est en état d'excitation, aurait un rôle actif à jouer d'aspiration du sperme du partenaire qui l'a fait finalement, qui l'a rendue la plus heureuse, qui lui a donné le plus de plaisir. Donc, si elle a plusieurs partenaires, le moment où elle a l'orgasme est un moment où elle va aspirer
le Plus sperme. de liquide? Plus de liquide, et donc les spermatozoïdes, et les amener activement jusqu'à son ovule. Et donc, d'une certaine façon, aider ce spermatozoïde-là Voilà. ou ces spermatozoïdes-là. Voilà, sélectionner celui de l'amant qui lui aura fait OK. le plus de plaisir. Alors là, vous allez peut-être trouver ma question un peu étrange, mais si donc, selon, je dirais, selon la nature, on est fait pour baiser comme ça à tout vent les uns avec les autres, qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'on est en couple finalement? Ah, ben, il y a beaucoup d'autres considérations que les considérations biologiques, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr qu'il y a des considérations affectives, culturelles, etc. Et puis, il y a peut-être certains avantages, étant donné que les soins demandés pour un enfant sont très longs, de longue durée. Ça prend une stabilité, donc deux personnes prêtes à s'engager pour un long bout de temps. La raison biologique étant là aussi. Mais ce que je comprends, c'est que tout ça est une sorte de retenue finalement, ou en tout cas de... C'est sûr que le potentiel est beaucoup plus grand que ce qu'on exploite en général. Dit comme ça, j'aime bien cela. Ben, écoutez, merci beaucoup de toutes ces explications. C'était fort éclairant, n'est-ce pas? Un commentaire, peut-être? Pascal a l'air particulièrement troublé, je trouve ça adorable. Il y a matière à réflexion, n'est-ce pas? Oui, il y a matière à réflexion, Chantal Racine, vous avez raison. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on fait encore habillé en ce moment? Ah, ça Pascal. Ça, Pascal, c'est parce qu'on t'a déjà tous vu tout nu puis on veut pas répéter l'expérience. Alors, sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain, 19h. Merci beaucoup, Chantal Racine. C'était fort agréable. À demain. Bye-bye.